un sac à dos violet dans un étang. Les ouvriers ont pensé que quelqu'un l'avait simplement oublié. Ils l'ont ouvert et 3 heures plus tard, l'ensemble du comité d'enquête était sur les lieux. Vous comprendrez ce qu'il y avait à l'intérieur au fil du récit. Mais la personne responsable de cet acte est encore plus terrifiante que la découverte elle-même. Dimanche matin, 16 novembre, dans l'est de Moscou, l'étang Galianovski, un petit plan d'eau au cœur du quartier, sans quai ni banc. Il était en pleine rénovation pour y aménager une plage et des chaises longues. Les ouvriers apportèrent du ciment et préparèrent le terrain. Vers 9h30, l'un d'eux a remarqué ce fameux sac à dos dans l'eau et juste à côté, un sac en plastique. Ils l'ont sorti, l'ont ouvert et ont immédiatement appelé la police. L'expertise a établi un âge estimé, entre 7 et 10 ans. Le délai, de 1 à 3 jours. Des traces de sévices graves ont été découvertes sur les restes. L'étang a été fouillé pendant des heures, à de multiples reprises, mais ils n'ont rien trouvé d'autre. L'étang est peu profond, les habitants ont dit qu'il aurait été possible de le vider, mais même sans cela, c'était évident. Le reste de la dépouille n'était pas là, ce qui signifiait qu'elle se trouvait ailleurs. Il n'y avait pas de caméra autour de l'étang même, l'endroit est isolé. Cependant, les enquêteurs ont récupéré les enregistrements des caméras municipales les plus proches. Et là, sur l'une d'elles, la nuit du 14 novembre, un homme de corpulence moyenne, d'environ 1,80 m. Il s'approche de l'eau, jette le sac et s'éloigne calmement. Son identité à ce moment-là restait un mystère. Comme on le découvrira plus tard, cet homme sera le premier maillon de la chaîne qui mènera l'enquête directement à elle. Le comité d'enquête a ouvert un dossier. La police a commencé à vérifier tous les signalements de disparition des derniers jours. Et vers 17h30 ce même jour, une femme âgée s'est présentée au commissariat pour signaler la disparition de son petit-fils. Selon la grand-mère, le concubin de sa fille l'avait emmené de l'appartement. Un homme l'avait pris et ne l'avait jamais ramené. Les enquêteurs ont immédiatement contacté la mère, Elena. Elle a confirmé, oui, son fils est parti avec son petit ami, elle ne sait pas où ni quand ils reviendront. La théorie s'alignait parfaitement. Selon la grand-mère, il y avait un suspect précis, le concubin, et la description correspondait à l'homme sur les caméras. L'affaire s'est transformée en chasse à l'homme ciblé. Le parquet de Moscou et de la région de Moscou a pris le contrôle de l'enquête, car techniquement, elle touchait 2 juridictions. La découverte a été faite à Moscou, mais la famille vivait dans la région de Moscou. Mais un détail clochait. Les voisins d'Elena dans le complexe résidentiel Novaya Alexeevskaya Rocha à Balachika, interrogés le soir même, disaient tous la même chose. Aucun d'eux n'avait jamais vu d'homme avec elle. Elle vivait seule avec son fils et ses chats, et il n'y avait aucun petit ami. Le soir du 16 novembre, cette incohérence n'était pas encore devenue l'indice principal. La police continuait de chercher l'homme de la caméra. La véritable réponse est apparue le lendemain. Ce soir-là, les inspecteurs se sont rendus à Balachika. Rue Dmitriev, 10e étage, un appartement d'une pièce. Elena a ouvert la porte. Selon les policiers, elle rangeait des affaires éparpillées à l'intérieur. Il n'y avait presque pas de meubles, un matelas au sol en guise de lit, 4 chats et une odeur très caractéristique. Et ce qu'ils cherchaient, ils l'ont trouvé sur le balcon. C'est là que se trouvaient les restes du fils d'Elena, Miroslav, âgé de 6 ans. À proximité se trouvaient les armes impliquées. L'expertise établira plus tard qu'un outil a été utilisé pour séparer les restes. Une partie de la dépouille a été emballée dans un sac, placé dans le sac à dos violet et transporté à 8 km de là jusqu'à l'étang Galianovski. Tout le reste était ici, sur le balcon de ce studio loué. Lors de la perquisition, des armes et d'autres pièces à conviction ont été saisies. 3 expertises ont été ordonnées, médico-légales, génétiques et criminalistiques. La théorie du petit ami tombait déjà en morceaux. Mais ils n'ont pas pu l'arrêter ce soir-là. Elle n'était pas en état de faire une déclaration, et un détail de cette soirée résonnera plus tard dans tout le dossier. Quand ils sont venus la chercher, elle n'a posé aucune question sur son fils ni sur sa fille. Elle s'est débattue et n'a hurlé qu'une seule chose, que ses 4 chats allaient rester seuls sans personne pour s'en occuper. L'arrestation a été reportée au lendemain matin. Des aveux complets ont été versés au dossier le matin du 17 novembre.
Elena Tsutskova a été placée en garde à vue, amenée pour un interrogatoire, et elle s'est mise à parler immédiatement. Née en 1991 dans la ville fermée de Zarekni, région de Penza. Mère de 2 enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 6 ans. Elle a rédigé ses aveux elle-même et a avoué « aucun concubin n'existait ». Elle l'avait inventé pour brouiller les pistes. C'est elle qui a infligé les blessures mortelles à son fils. Elle a tout fait elle-même, et c'est elle qui a transporté le sac à dos jusqu'à l'étang. Et là, les enquêteurs ont posé la question fatidique. Pourquoi ? Elena n'a pas pu répondre. Elle n'a pas refusé. Elle a été littéralement incapable d'expliquer ce qui l'avait poussée à faire ça. Elle en était incapable, et l'enquête a acté, mobile non établi. La direction principale des enquêtes de la région de Moscou a ouvert un dossier avec une circonstance aggravante. La victime se trouvait sciemment dans un état d'impuissance. L'appareil central du comité d'enquête a repris l'affaire. Une expertise psychologique et psychiatrique a été ordonnée pour déterminer si Elena comprenait ce qu'elle faisait. Si elle était déclarée pénalement irresponsable, elle n'irait pas en prison, mais subirait un traitement psychiatrique forcé. Mais le soir même, la situation a basculé. Un avocat est venu la voir et après avoir discuté avec lui, elle est revenue sur toutes ses déclarations, invoquant l'article 51 de la Constitution, le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Le matin, des aveux complets. Le soir, une rétractation totale. Ce qui s'est passé entre ces 2 moments est resté à huis clos. L'enquête s'est donc poursuivie avec les éléments disponibles. Preuves, expertise, témoignages des voisins. Elena a été envoyée en détention provisoire, et comme cela deviendra clair par la suite, c'est la question du pourquoi et non du qui s'avérera être le cœur de cette affaire. Jusqu'à ce moment, toute l'attention de l'enquête était concentrée sur les événements d'une seule nuit. Mais pour les comprendre, il faut remonter le temps. Avant Moscou, Elena vivait dans une petite ville fermée, un satellite d'une entreprise de défense. Elle s'est inscrite dans une université pédagogique locale pour devenir enseignante. Elle a étudié 2 ans, a abandonné et est restée là. C'est là qu'elle a rencontré Alexander Mititsin. Ils ont vécu ensemble environ 10 ans, sans jamais se marier officiellement. Ils ont eu 2 enfants, d'abord une fille, puis un fils, Miroslav. Le passé de Mititsin était également complexe. Selon le tribunal de Kirzach dans la région de Vladimir, il avait des antécédents criminels. En 2014, vol en réunion, un étui à cigarette dans une voiture non verrouillée, du cognac dans un magasin, tentative de vol d'un scooter. Indépendamment, il a volé un vélo en état d'ébriété. Résultat, 8 mois de colonie pénitentiaire. Selon certaines sources, il était également impliqué dans un trafic d'armes. Il avait des dettes d'au moins 76 000 roubles sous le coup de procédures de recouvrement. Ces dernières années, Elena a travaillé comme coursière, puis dans des chaînes de magasins, sans jamais s'y attarder. La vie suivait son cours, mais au ralenti, sans carrière, sans réel point d'ancrage. Vue de l'extérieur, c'était une jeune famille ordinaire. Pas la plus aisée, mais pas une catastrophe non plus. Il y en a des milliers de ce genre dans la région, et aucune de leurs connaissances n'aurait pu imaginer comment tout cela se terminerait. Mais à l'intérieur de cette famille, quelque chose s'accumulait, invisible de l'extérieur. Miroslav est né avec une hydrocéphalie, une accumulation excessive de liquide dans le cerveau. Le diagnostic était lourd. Il ne pouvait ni marcher, ni parler. Il passait sa vie dans un fauteuil roulant, dans une dépendance totale à sa mère à chaque minute. Le nourrir, le changer, le déplacer, le sortir, sans pause, sans jour de repos, sans la possibilité de le laisser seul, ne serait-ce qu'1 heure. Anastasia, une connaissance qui a plus tard aidé Elena avec l'appartement, se souvenait de lui ainsi. C'était un bon garçon, affectueux. Il tendait la main vers sa mère, la regardait. Il était profondément attaché à elle, comme le sont ceux pour qui aucune autre personne au monde n'existe vraiment. Et c'est précisément ce fait qui servira plus tard de fondement à l'accusation. Le chef d'inculpation retenu indique explicitement l'état d'impuissance de la victime. Elena avait aussi une fille. Elle avait 9 ans à l'époque, en CE2 dans une école locale. Mais elle ne vivait pas avec sa mère. Après la séparation des parents, elle est restée avec son père. La mère de Mititsin a raconté plus tard que sa petite fille se plaignait de sa mère, disant qu'elle la maltraitait physiquement. Mais Miroslav est resté avec Elena. Il n'avait pas le choix. Été 2025. Elena quitte Mititsin
et selon des sources, c'était son initiative. Miroslav reste avec elle. Elle répond à une annonce pour louer un appartement d'une pièce à 38 000 roubles par mois. Lors de son emménagement, elle a dit qu'elle vivrait avec ses 2 enfants, ses chats et une amie. C'est ainsi qu'Anastasia a fait la connaissance d'Elena. Première impression, tout à fait normale. Propre sur elle, un discours cohérent, un comportement adéquat. Rien qui n'aurait pu alerter. Juste une jeune mère cherchant un logement après une séparation. Le père, selon ses dires, continuait à aider et essayait de rendre visite à son fils. Mais Elena répondait de moins en moins à ses appels. Un jour, Mititsin est venue chez elle et elle a refusé de lui ouvrir la porte. La grand-mère racontait qu'Elena se comportait de manière erratique et que le contact devenait de plus en plus difficile. À ce stade, la situation se présentait ainsi. Elena est complètement seule dans un studio loué avec un fils gravement malade qui nécessite une attention 24 heures sur 24. Le lien avec le père se rompt et il n'y a aucune aide extérieure. Et pourtant, Elena payait son loyer rubis sur l'ongle. Aucun retard, à l'heure, chaque mois. Comme si c'était la dernière chose à laquelle elle se raccrochait. Les murs, une adresse, l'illusion d'une vie normale. Tout a changé vers la fin de l'été, s'est souvenue Anastasia. À l'automne, Anastasia a commencé à passer pour vérifier l'appartement à la demande des propriétaires, et à chaque fois, le constat était à peu près le même. Le frigo était vide, une poêle sur la cuisinière avec des galettes d'origine douteuse. Les 4 litières des chats n'étaient pas nettoyées et l'odeur imprégnait tout l'appartement. Pourtant, Miroslav était habillé proprement et ne semblait pas affamé. Elena s'occupait de lui, le lavait, le changeait, le nourrissait. Mais tout le reste s'effondrait autour d'elle. En parallèle, autre chose se tramait. Dans les registres du tribunal d'instance de Zarekni, il y avait 6 affaires où Tsutskova était défendresse. Toutes concernaient des poursuites d'organismes de microfinance pour des prêts qu'elle avait contractés et non remboursés. Des ordonnances de paiement avaient été émises pour toutes ces affaires. Dans la base de données des huissiers, il y avait 6 procédures de recouvrement ouvertes entre juin 2024 et mai 2025. La dette totale s'élevait à environ 93 000 roubles. Ce n'est pas une somme astronomique, mais pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter de la vraie nourriture, c'est déjà la corde au cou. Anastasia a rapporté un détail marquant. Un jour, Elena est venue la voir et lui a dit calmement et ouvertement qu'elle consommait des substances illicites. Elle ne se cherchait pas d'excuses, ne demandait pas d'aide. Elle l'a simplement annoncé comme un fait, ajoutant « J'aime ça ». Elle ne s'en cachait pas, n'en avait pas honte, comme si c'était la seule chose qui lui permettait encore de ressentir autre chose que de l'épuisement. À ce stade, Elena tenait encore le coup. Elle s'occupait de son fils, répondait aux questions. Mais le fossé entre son apparence extérieure et ce qui se passait à l'intérieur s'élargissait. Dans ses conversations avec Anastasia, Elena n'avait aucun filtre. Elle disait ce qu'elle ressentait directement, sans chercher à se donner le beau rôle. D'un côté, elle rêvait de vivre avec ses 2 enfants. Elle disait vouloir récupérer sa fille, se plaignant que son ex-mari ne la laissait pas faire, nourrissant de la rancœur à son égard. Mais d'un autre côté, dans ces mêmes conversations, parfois dans la même phrase, elle avouait tout le contraire. Cotin, ce n'est pas une interprétation. Ce sont des citations presque textuelles qu'Anastasia a ensuite transmises aux journalistes. Elena n'était pas seulement épuisée tout en voulant continuer à être mère. 2 réalités contraires, je veux être avec eux et je ne peux pas les supporter, coexistaient simultanément et aucune ne prenait le dessus. Lors d'une émission de télévision nationale, une voisine a raconté qu'Elena lui confiait être à bout, que s'occuper de son fils l'épuisait. Mais malgré cela, elle ne demandait aucune aide professionnelle. Lorsqu'Anastasia lui a conseillé d'aller au tribunal pour obtenir la garde de sa fille, Elena a refusé, expliquant « Elle était suivie par un psychiatre et avec un tel diagnostic, aller en justice était inutile. Elle connaissait son diagnostic. Elle savait que cela lui fermait la porte pour récupérer sa fille. Elle savait qu'elle les maltraitait par moments et elle savait qu'elle ne faisait rien pour y remédier. Mais à l'époque, cela n'a pas déclenché suffisamment d'alarme chez son entourage pour agir. La grand-mère de Miroslav a confirmé plus tard qu'une certaine Yulia vivait avec Elena.
Sa fille disait qu'Elena laissait son fils avec Yulia quand elle devait sortir. Yulia était la seule personne qui aidait concrètement. Elle gardait Miroslav, trouvait un moyen de communiquer avec lui et remplaçait littéralement la mère pendant les heures où Elena s'absentait ou ne gérait plus. Une amie qui vivait là et prenait en charge une partie du fardeau. En septembre 2025, Elena a mis Yulia à la porte. La cause du conflit reste inconnue. Aucune source n'explique ce qui s'est exactement passé entre elles. Yulia est venue voir Anastasia en larmes, disant une seule chose, son amie l'avait jetée dehors. Elles ne se sont plus jamais reparlées. À partir de ce moment, Elena est restée totalement seule. Entre le départ de Yulia et le 14 novembre, 2 mois se sont écoulés. Ce qui s'est passé dans cet appartement pendant ce temps reste presque inconnu. Anastasia s'est souvenue de leur dernière rencontre. Elena semblait différente. Très silencieuse, traquée, elle ne manifestait d'intérêt pour rien. Elle répondait à côté de la plaque, comme quelqu'un qui entend les mots, mais n'en comprend plus le sens. Ce fut la dernière fois qu'une de ses connaissances vit Elena avant son arrestation. En parallèle de l'effondrement de sa vie réelle, Elena menait une autre vie sur Internet. Elle animait des pages sur les réseaux sociaux, écrivait sur les voyages entre les mondes et ses expérimentations avec la conscience. Elle affirmait que depuis 22 ans, des nombres la poursuivaient dans ses rêves, les percevant comme des signes d'une autre dimension. Elle se croyait Quote 4. Elle se passionnait pour les rituels, gérait une chaîne Telegram où elle publiait des images générées par l'IA. Elle changeait constamment de numéro de téléphone et de compte sur les réseaux, comme quelqu'un qui se cache ou qui est incapable de rester ancré dans une seule réalité. Déjà en 2013, lors d'une apparition télévisée, elle avait mentionné son diagnostic, la schizophrénie. Elle ne l'avait pas dit explicitement, mais avait évoqué une cote 5 dans le passé qui l'avait conduite à être suivie en psychiatrie. Par contre, elle parlait ouvertement et avec enthousiasme de magie. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une explication facile. L'ésotérisme, les rituels, les autres mondes. C'était peut-être un acte rituel, une fausse piste qui semble plausible une seconde. Mais il y a autre chose derrière. La frontière entre la passion pour la magie et le délire clinique s'était effacée bien avant novembre. Le voyage entre les mondes n'était pas une métaphore pour elle. Ce n'était ni un jeu, ni une sous-culture. Pour une personne atteinte de schizophrénie paranoïde, cela peut littéralement être une expérience vécue où les voix, les visions et les signes font partie d'un tableau clinique et non d'un hobby exotique. Le psychiatre Vassili Chourov, commentant l'affaire pour un média, a été direct. Elena a sombré dans la folie à travers ses croyances mystiques. Mais il serait plus juste de dire l'inverse. La thématique occulte est devenue le langage par lequel s'exprimait sa maladie. La schizophrénie paranoïde n'était pas le seul élément. Son dossier médical mentionnait plusieurs diagnostics, troubles bipolaires, épilepsie, dépression. Depuis 2023, on lui prescrivait des médicaments pour contrôler ses états maniaques et freiner ses épisodes dépressifs. Un traitement lourd, standard pour ce type de pathologie, mais efficace, à une seule condition, que le patient le suive. Elena l'a arrêté. Elle prenait ses médicaments de façon sporadique. Ce n'est pas rare. Les personnes ayant ces diagnostics abandonnent souvent leur traitement car les médicaments les engourdissent, ils ne se sentent plus eux-mêmes. Mais dans son cas, il y avait un autre problème, bien plus grave. Dès 2014, un rapport de police avait été dressé contre elle pour s'être soustraite à un traitement contre sa dépendance aux substances, il y a 11 ans. Ce qui signifie que son problème de substance durait depuis longtemps, bien avant Miroslav, bien avant Balashika, bien avant tout le reste. Il faut faire la part des choses. La schizophrénie en soi n'est pas une condamnation. Environ 1% de la population mondiale vit avec ce diagnostic. Des millions de personnes travaillent, élèvent une famille et restent stables. Le diagnostic ne rend pas une personne dangereuse par nature, à condition qu'elle soit sous traitement, qu'elle soit soutenue et que le système médical fonctionne. Le psychiatre Andrei Antsibarov l'a confirmé. Si l'on ajoute des substances illicites à cette équation, le risque de psychose aiguë est multiplié par 10 à 15. Et comme on le comprendra plus tard, c'est précisément ce cocktail, l'arrêt des médicaments couplé à la prise de substances, qui s'avérera être la clé de tout ce qui a suivi. Elena ne se contentait pas de prendre des substances et de sauter ses cachets. Elle les mélangeait.
Selon certaines sources, c'est cette combinaison exacte des antipsychotiques prescrits pour la schizophrénie ajoutée à des substances illicites qui déclenchaient ces accès d'agressivité, une agressivité qu'elle ne pouvait contrôler et dont elle n'avait probablement aucun souvenir par la suite. Le mécanisme ici est purement clinique. Les antipsychotiques suppriment la dopamine, c'est leur but premier. Les substances illicites, à l'inverse, provoquent une décharge massive de dopamine. Quand les deux processus se produisent en même temps, le cerveau reçoit des signaux totalement contradictoires et le système de régulation s'effondre tout simplement. Le résultat, des hallucinations, une perte totale de contact avec la réalité. Il ne s'agit pas d'une saute d'humeur, c'est une psychose clinique, un état où la personne peut ne plus faire la différence entre un être vivant et un objet inanimé, entre ses proches et des étrangers, entre la réalité et les ordres qu'elle entend dans sa tête. Et c'est là qu'apparaît l'énorme fossé entre la façon dont on veut comprendre cette histoire et ce qu'elle est réellement. On veut une réponse simple. On veut dire qu'elle était cruelle, monstrueuse. Mais le tableau clinique raconte une toute autre histoire. Une femme atteinte d'une lourde pathologie psychiatrique a été laissée seule avec un enfant nécessitant des soins constants et au lieu de se soigner, elle alimentait son cerveau de substances qui transformaient sa maladie en une véritable bombe à retardement. Qui lui vendait ces produits? On l'ignore. Quelqu'un contrôlait-il la prise de ces médicaments? Visiblement non. Était-elle sous l'emprise de ces substances le 14 novembre précisément? L'enquête ne l'a pas encore formellement établi, mais le cocktail mortel existait depuis longtemps et son entourage en voyait les conséquences. Dès le début de septembre 2025, une ambulance a été appelée pour Elena à de multiples reprises. Le motif inscrit dans les registres d'intervention, comportement incohérent. Une équipe arrivait, constatait son état et repartait. Ce qui se passait après leur départ reste inconnu. En Russie, l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte n'est possible que sur décision de justice, si la personne représente une menace directe et imminente. Et à chaque fois, les motifs formels semblaient insuffisants. Les voisins de son précédent appartement ont tous rapporté la même chose. Ils voyaient souvent Elena dans un état second et entendaient des hurlements provenant de chez elle. Un voisin nommé Dmitri l'a dit clairement. Il entendait régulièrement des cris et a précisé que ce n'était définitivement pas un adulte qui hurlait. Dans son nouveau logement, rue Dmitriev, la situation n'a pas changé. 3 jours avant le 14 novembre, vers 23h, une voisine a entendu Elena hurler à plein poumon par la fenêtre. Et à 4h30 du matin, les hurlements ont repris, venant cette fois de l'intérieur de l'appartement. On en arrive donc à ceci. Les urgences ont été appelées. Les cris ont été entendus. À son ancienne adresse, les voisins avaient vu des marques physiques sur eux deux, des ecchymoses, des cicatrices. Après la médiatisation de l'affaire, la mère de Mititsine a déclaré que le psychiatre qui suivait Tsutskova devait être tenu pénalement responsable. Mais le problème est bien plus complexe que la culpabilité d'un seul médecin, car le médecin n'était qu'un maillon de la chaîne, et cette chaîne était longue. Le 12 novembre 2025, soit 4 jours avant que les ouvriers ne sortent le sac à dos de l'étang, une autre affaire a éclaté à Moscou. Une femme a agressé sa fille de 6 ans avec un outil avant de tenter de mettre fin à ses jours. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les chaînes Telegram. Selon des sources proches de l'enquête, Elena aurait pu voir cette publication. Et pour une personne dans son état, souffrant de délires actifs, de voix, d'obsession sur des mondes parallèles, la nouvelle de l'acte d'une étrangère pouvait agir non pas comme une information, mais comme un signal. En psychiatrie, c'est ce qu'on appelle un délire induit. L'idée obsessionnelle d'une personne se transmet à une autre si celle-ci est déjà dans un état de grande vulnérabilité. Ce n'est pas de l'imitation, c'est percevoir l'acte d'autrui comme la validation de ses propres voix intérieures. La coïncidence fait froid dans le dos. La même ville, le même âge, 6 ans, le même mois. Prouver un lien direct entre les deux affaires est impossible. L'enquête ne l'affirme d'ailleurs pas. Mais on ne peut pas non plus balayer cette coïncidence d'un revers de main. Surtout au vu de tout ce qui s'était accumulé, la maladie non soignée, les substances qui court-circuitent les médicaments, l'isolement total, et 2 mois passés seuls avec un enfant dont elle ne pouvait plus supporter la charge. Si tout cela était un baril de poudre, l'article du 12 novembre a peut-être été l'allumette. Ou peut-être pas. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude.
Mais 2 jours après la parution de cette nouvelle, Elena a pris une arme. Selon l'accusation, le 14 novembre, alors qu'elle se trouvait dans son appartement à Balashikha, Elena Tsutskova a pris une arme blanche et a infligé à Miroslav de multiples blessures graves et mortelles. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas se protéger avec ses mains, s'éloigner en rampant ou appeler à l'aide. Il pouvait seulement la regarder, exactement comme il le faisait toujours lorsqu'il lui tendait la main. Après cela, elle a utilisé un outil pour séparer les restes, probablement dans une tentative désespérée de brouiller les pistes. Selon la chaîne Baza, Elena a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, et des blessures récentes ont été découvertes plus tard sur son corps. Mais selon certaines sources, ce n'est pas pour sa fille qu'elle s'est arrêtée, ni par peur, ni par remords. Elle a eu peur que, sans elle, il n'y ait plus personne pour nourrir ses 4 chats. Les chats étaient la toute dernière chose qui la retenait dans ce monde, pas son fils, qui n'était plus là, pas sa fille, qui vivait chez son père. Ses chats. Ce n'est pas nécessairement de la cruauté ou du cynisme. Il est très probable que ce soit précisément le point de bascule où sa maladie a définitivement dévoré la réalité. Le lien avec les êtres humains était totalement rompu, mais le lien avec les animaux tenait encore, comme le dernier câble d'un circuit qui n'a pas encore totalement grillé. Jusqu'au matin du 16 novembre, quand les ouvriers ont repêché le sac de l'eau, il s'est écoulé 48 heures. Elena a passé ces 2 jours seule dans l'appartement, avec ses chats et ceux qui restaient sur le balcon. Après l'arrestation d'Elena, le comité d'enquête a ouvert une procédure distincte pour négligence contre les services de protection de l'enfance. Selon l'enquête, ils auraient dû retirer à Tsutskova ses droits parentaux. Il y avait de nombreux signaux d'alarme, son diagnostic psychiatrique, des signes de mauvais traitement physique et ses antécédents de dépendance. Et pourtant, les services sociaux n'ont rien fait. La question est, pourquoi ? La réponse ne réside pas dans la malveillance de quelqu'un, mais dans le fonctionnement même du système. La loi n'oblige pas les institutions médicales à informer les services sociaux du diagnostic psychiatrique d'un patient. Secret médical. Le médecin voit une femme atteinte de schizophrénie paranoïde élever seule un fils lourdement handicapé et il se tait, car il a l'obligation légale de se taire. La police était au courant, les appels d'ambulance étaient consignés, les voisins s'étaient plaints. Les hurlements avaient été actés, mais à chaque fois, ils ne trouvaient pas de motif formel pour intervenir, ou ils ne cherchaient pas vraiment. Les services sociaux ne savaient rien, car personne ne les a prévenus. Chaque maillon fonctionnait selon ses propres règles. Le médecin a gardé le secret. La police a attendu un motif strictement légal. Les services sociaux n'ont reçu aucun signalement. Les voisins ont estimé que ce n'était pas leurs affaires. Le père n'a pas insisté davantage. Pris isolément, aucun de ces dysfonctionnements ne semble monstrueux. Mais mis bout à bout, ils ont formé un couloir parfaitement étanche que Miroslav a traversé jusqu'au 14 novembre, sans la moindre chance de pouvoir en sortir. Le tribunal de Balashikha a placé Elena en détention provisoire. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison. En Russie, la perpétuité n'est pas appliquée aux femmes. Le juriste Kaminsky estime qu'elle sera très probablement déclarée pénalement responsable. Elle a inventé l'histoire du concubin, elle a déplacé le sac, elle a fait de fausses déclarations, ce qui prouve qu'elle comprenait parfaitement la portée de ses actes. Mais qu'est-ce qui restera après le verdict, quel qu'il soit ? Elena Tsutskova n'est que le dernier maillon. Et avant elle, il y a eu une longue chaîne où chacun savait quelque chose, mais où personne n'en a fait assez. Combien y a-t-il d'autres appartements comme celui-là en ce moment, avec des hurlements derrière les murs, des odeurs suspectes sous les portes et des gens dont le système se désintéresse totalement ? Il n'y a pas de réponse à cette question, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus effrayant. Chers spectateurs, j'ai une simple demande aujourd'hui. Soyez vigilants. Prêtez attention à l'environnement qui vous entoure. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.